Mais je voulais surtout essayer de passer le plus de temps possible au Japon. Et malheureusement, il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, mon business dans le dessin, il a complètement périclité en 2016. Je pense que j'ai tout simplement péché par orgueil. Mais là, le fait de me casser la gueule et puis de perdre tout ça, je pense que ça a été une bonne leçon d'humilité. Pardon, j'ai un peu la voix qui tremble. Non, t'inquiète. Il y a des moments où j'ai pas pu être là. Après, le Japon, c'est un petit peu à double tranchant, parce que je trouve que c'est un peu un pays, soit ça rend les gens meilleurs, soit ça rend les gens plus mauvais. Ah ouais. Ouais. J'ai souvent cette impression. Merci de nous l'expliquer tout de suite maintenant. Ohio, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Tokyo Talk, l'émission qui te permet de te faire ton propre avis sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, du sexe, des amitiés avec les Japonais, Japonaises. Mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. Bien évidemment, Tokyo Talk est là pour te donner des tips pour justement apprécier ton voyage au pays du soleil levant. Alors merci d'avoir cliqué sur cet épisode et bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Tuan, dont le parcours au Japon a été assez tumultueux jusqu'à présent, on peut le dire. Ouais, jusqu'à récemment. Ouais. Jusqu'à très très récemment. Il s'est passé des dingueries à ton travail. C'est vrai, ouais, tout à fait. Tu as été surveillé par la police japonaise, arrête-moi si je me trompe, pendant près d'un an ou plus. Alors en fait, oulala, alors tu sautes en effet directement dans le bain. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais c'est juste pour introduire un petit peu le sujet. C'est une bonne introduction dans ce cas-là, ouais. Et du coup, ça t'a un petit peu obligé à... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais cette histoire... Elle t'a poussé à avoir de nouvelles perspectives de vie, de travail. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça ? Par rapport à tout ça, vraiment pour moi c'est de l'histoire ancienne. Parce que déjà c'est des histoires qui sont passées qui n'ont rien à voir avec certaines personnes qui travaillaient pour cette compagnie. Et maintenant c'est juste aller de l'avant et puis prendre soin de ma femme, de mes amis et puis vivre dignement et voilà quoi. T'as raison et on en parlera tout à l'heure dans cet épisode. Juste avant, Tuan, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas ? Non mais merci de m'inviter, vraiment. Est-ce que tu as pu profiter de la Golden Week ? Non, pas du tout. Je bosse. Parce que justement après cette sombre histoire qui s'est passée, maintenant je suis full à mon compte. Donc moi je suis illustrateur, donc je suis à mon propre compte. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie ? Ça marche, alors je m'appelle Tuan, je suis à la base illustrateur et je travaille surtout dans le milieu du hip-hop à la base. Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Donc mon surnom dans le milieu dessin, on va dire hip-hop, c'était Tuan Holabak, un nom que je déteste par ailleurs. Pourquoi tu détestes ? C'est un nom que les gens m'ont donné en fait. Et tu fais référence à ? En fait, Holabak, c'était une espèce de fanzine que j'avais quand j'étais étudiant à l'université. Et dedans, je parlais de rap. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que je faisais des chroniques sur des événements, sur des albums et même des sorties locales. Quand j'allais dans les événements et que les gens ils me voyaient, ils disaient « Ah, mais c'est le gars de Holabak, c'est Holabak, c'est Holabak ». Donc finalement, pour le référencement Google, j'ai gardé Tuan Holabak. Et puis c'est vrai que si tu tapes ça, tu tombes que sur moi. Mais c'est pas un nom que j'ai choisi pour moi, ça m'est plutôt tombé dessus. Sinon, j'habite à Tokyo depuis au total environ 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'essaie aussi de faire des vidéos qui feront un peu plus de 300 vues, si possible. Tu t'es lancé, mais ça fait un petit moment que tu es sur les réseaux sociaux quand même. Alors, les réseaux, ça fait très longtemps. Donc, même moi, j'étais sur MySpace à l'époque. Non, moi, j'étais sur MySpace. Et c'est Skyblog. Ouais, exactement. Et c'est là où ça a, en guillemets, commencé, où je rentrais en contact avec les différents artistes et les personnes avec lesquelles je travaillais. Mais sinon, sur YouTube, un peu faire des vidéos marrantes, ça fait 3 ans maintenant. Sans réel succès, mais j'ai une petite communauté le sympa. succès arrivera au fur et à mesure. Pour l'instant, le principal, quand même, c'est de te créer une petite communauté. Les gens te suivent assez régulièrement. Tu as ta petite commu qui te suit. Petite commu très sympathique et en route vers les 400 vues. Merci. Let's go. Les amis, n'hésitez pas à... Du coup, je mettrai toutes les informations sur Tuan en description de la vidéo du podcast, qui, je le rappelle, du coup, est disponible sur YouTube, Apple Music et Spotify. Tuan, je vais te poser une petite question. J'ai remarqué que
l'expérience des gens dépendait, au Japon, hein, je précise, dépendait un petit peu de leur personnalité. Toi, tu te décrirais plus comme une personne extravertie ou introvertie ? Oh, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je suis un faux extraverti et un faux extraverti. C'est-à-dire ? Parce que j'ai souvent le sentiment qu'il y a beaucoup de gens, quand ils me rencontrent au premier abord, ou quand peut-être ils voient des trucs de moi sur Internet, ils se disent « Ouais, ça a pas l'air d'être quelqu'un de très funky ou de très sympathique et tout. » Ah ouais ? Ouais. En fait, moi, j'ai beaucoup d'amis japonais qui m'ont dit « Ah, toi, t'es comme le surume. » Donc le surume, c'est du poulpe séché, en fait. Et le truc, c'est que au départ, c'est très très dur à mâcher. Donc, faut vraiment faire un effort pour mâcher le truc. Puis après, il y a le goût qui arrive et tu dis, ah, c'est bon. Et je pense que, peut-être pour certaines personnes de prime abord, j'ai peut-être pas un côté très avenant et sympathique, mais c'est juste qu'à partir du moment où tu as bien mâché le truc et que tu dis, ah, en fait, c'est bon, je pense que c'est plutôt là où ils disent, tu vois, moi, je trouve que quand même, ton image sur les réseaux sociaux, elle reflète justement quelqu'un d'hyper sympa, tu vois. Ah, sérieux ? Tu fais plaisir. Ouais. Ah, vraiment, merci, parce que moi, j'ai l'impression que... Genre, justement, je me dis, ce mec, il est hyper extraverti, il est méga fun, et je me dis pas du tout, ce mec, il a pas l'air cool. Justement, genre, je te trouve hyper rigolo et hyper créatif sur les réseaux sociaux. Ah, franchement, tu fais plaisir, quoi. Mais après, est-ce que c'est la même chose dans la vraie vie aussi ? Très bonne question, et je préfère ne pas y répondre. Je rigole évidemment. Tian, tu nous le disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que tu habites au Japon. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'au départ, mes premières années que j'ai passées ici, peut-être mes 3 premières années à Tokyo même, c'était à force d'aller et venir. Ok, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que t'as directement habité au Japon ou est-ce que tu étais déjà venu en vacances avant ? Alors j'étais venu en vacances avant, ma première fois en vacances au Japon c'était en 2009. Ok. Et c'était une erreur en fait. Pourquoi ? J'étais pas censé aller au Japon. Ok. J'étais supposé aller en Écosse avec un de mes meilleurs potes faire le tour des distilleries de whisky. Et finalement, le plan il est tombé à l'eau. Puis moi, j'avais mes petits sous de côté, j'avais pas de plan. Et puis il y a mon frère, il m'a dit ouais, je suis allé au Japon l'année passée, c'était cool. Tu veux venir avec moi vu que t'as rien à faire. Du coup, c'était un pur hasard. T'as jamais été un gars qui, par exemple, regardait les animés ? Ah si. Ah ok. Mais ma vraie passion numéro 1, c'est vraiment le rap en fait. Okay. Ce qui fait qu'avant j'étais surtout focalisé sur les pays anglophones, je voulais aller aux States, je voulais aller à New York, je suis noir, c'était un peu... Ça je peux pas dire. Je sais pas. Non mais en fait j'étais vraiment dans un délire hip-hop, donc moi ma seule obsession c'était le Peura. Et même si j'ai toujours... Et de percer là-dedans un petit peu ? Non, pas vraiment. Alors il fut un temps où j'avais essayé de rapper, en effet. Mais c'était complètement pourri. Quand je dis percer là-dedans, c'était en mode de bosser, de faire carrière là-dedans, tu vois. Oui, c'est une très bonne question que tu poses en fait. C'est que, évidemment, moi je fais du dessin dans le style manga. Ouais. Et en fait, mon but à l'époque. Et t'as déjà fait des covers d'albums et tout ? Oui, tout à fait. Et j'ai justement commencé en 2007-2008. Et c'est pendant cette période-là que j'avais commencé à bosser avec des artistes new-yorkais, surtout des artistes de l'underground, etc. Et pendant ces années-là, je bossais de plus en plus avec des Américains, donc des gens à Los Angeles, etc. Tu peux citer ? Parce qu'il y avait des personnes vachement connues quand même. Ouais, il y a des gens qui sont quand même assez connus. J'ai travaillé avec... pas Snoop Dogg ou un truc comme ça ? Non, j'ai travaillé avec Superfly, qui est donc le producteur de Snoop Dogg. Okay. Et donc c'est quand même des noms qui sont pas forcément connus pour les personnes qui sont en dehors du rap, mais pour les personnes qui écoutent du rap, oui, c'est quand même des références. Et là, ce que tu dis avec Snoop Dogg, c'est qu'en fait le dessin que j'avais fait pour Superfly, d'après ce que Superfly m'a dit, il m'a dit tu as l'aval de Snoop Dogg dessus. Okay. Genre il a dit que c'était cool. Après je sais pas s'il a dit ça pour me dire ok, arrête de me faire chier, ferme ta gueule. Mais en tout cas je me suis dit en tout cas pour la petite histoire c'est toujours sympa. Okay. Et du coup en fait moi je m'étais dit vu que mon talent c'est faire du dessin et que j'aime le rap, j'ai envie d'apporter matcher un petit peu les deux. Exactement, je veux apporter ma touche manga dans le Peura. Parce qu'avant, t'avais souvent des animés, des trucs genre Samurai Champloo, Afro Samurai, ce genre de trucs, où c'était le monde de la Japanimation qui appelait les gens du rap pour faire des choses. Mais moi, je voulais que ce soit l'inverse, je voulais que ce soit des gens du rap qui appellent un gars du manga, à savoir moi. Et je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que j'étais le premier à être dans ce délire. Mais t'as été un petit peu précurseur, quoi. Je pense que je suis un peu dans les premiers, on va dire. On va dire ça comme ça. Ok, et du coup, pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment... Enfin, j'ai pas arrêté parce que je continue toujours à bosser sur des projets en rapport avec le rap. Mais avant, où je bossais peut-être sur, je sais pas, 10 projets de rap par année, là, j'en fais peut-être 2 maximum.
Parce qu'en fait, souvent, le rap que j'aime bien écouter, c'est un rap qui est très... old school, non ? Pas forcément old school, mais qui est très rue, en fait. Okay. C'est vraiment une catégorie en soi, parce que c'est le genre de rap que je préfère écouter. Mais du coup, visuellement, c'est pas forcément un univers visuel dans lequel je me vois continuer à faire des choses. Okay. Je me vois plutôt faire des choses que je veux faire et pas que je peux faire parce que c'est tel artiste, j'aime bien ce qu'il fait, ou il est connu, allons-y. C'est maintenant, c'est genre si ça m'intéresse pas, je le fais pas, quoi. Ok. Et du coup, tu disais que tu étais venu par hasard au Japon parce que ton grand frère, du coup, avait visité le pays un an avant toi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu t'es dit la première fois que tu es venu au Japon ? Genre, est-ce que t'as eu un choc ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti ? Parce que tu vois, moi, si je m'auto-pose la question, je me rappelle plus de ce que j'ai ressenti la première fois parce que je venais depuis que j'étais petite, quoi. Petite, ouais. Mais j'ai encore des petits morceaux de sensations quand je me mets vraiment dans la tête d'Anna qui, par exemple, quand elle avait 10 ans, tu vois. J'arrive à me rappeler de à quel point j'étais émerveillée par exemple, le style des Japonais. Quand j'allais à Disneyland, j'avais mon petit appareil photo et je prenais les chaussures de tout le monde, le style de tout le monde, les cheveux de tout le monde parce que j'étais en mode, mais waouh, ça n'existe pas en France. Bah, vraiment, le truc qui m'a le plus choqué, je pense, c'est la gentillesse des gens, quoi. Ok. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais surtout dans un délire hip-hop et c'est vrai que c'est un milieu qui est assez brut de décoffrage et puis c'est pas forcément là où les gens ils vont vraiment faire des politesses ou ce genre de choses. Du coup, je vais raconter une anecdote. Pendant ce premier voyage au Japon, on avait eu une merde avec mon frère, il était complètement bourré, il avait perdu son porte-monnaie. Okay. Et moi, ma carte de crédit, elle s'était démagnétisée. Ce qui fait qu'en fait, on s'est dit... t'avais plus d'argent. Ouais, donc on a commencé le voyage, on n'avait pas d'argent. Et du coup, il y a ma tante, parce que ma tante, elle habite à Tokyo. Elle nous a dépanné des sous pour qu'on puisse continuer à faire notre voyage. Ouais. Mais à un moment, je suis arrivé à Kyoto, et en fait, ma valise ne se fermait plus. Et c'était un truc, tu vois, avec une fermeture. Mais le voyage de la galère, quoi. Non, vraiment, on n'avait pas de thunes, on devait vraiment compter nos sous et tout. Et du coup, moi, je me baladais avec une valise qui se fermait pas, en fait. Okay. Et j'ai trouvé, pas trop loin de l'hôtel où on était à Kyoto, un gars qui était spécialisé dans les sacs, maroquinerie, etc. Puis moi, j'étais là, genre, oui, bag, caput, help me, please. Et puis le mec, franchement, il passe 45 minutes, 1 heure à essayer de bidouiller la fermeture et tout. Il arrive à trouver un moyen pour que la valise, elle se ferme, mais on peut pas la verrouiller. Mais là, moi, déjà, j'étais genre, putain, mais moi, je suis sauvé déjà, tu vois. Ouais. Et je lui demande, écoutez, je vous dois combien ? Et lui, il me dit rien du tout. Il me dit parce que moi, ma mission, en gros, c'était de réparer ta valise. J'ai pas pu la réparer, donc je ne peux pas te demander de l'argent. Et ce qui fait que l'année d'après, donc en 2010, je suis retourné à Kyoto. J'ai retrouvé le magasin de ce monsieur. Et vu que c'était pendant le mois d'avril, c'était la fête de Pâques. Donc je lui ai ramené un œuf en chocolat pour le remercier. J'ai dit, voilà, est-ce que vous vous rappelez de moi et tout ? Il fait oui et tout, la valise, etc. Donc... on a passé 10 minutes à parler avec les mains, on va dire. Donc je lui ai donné l'œuf en chocolat, puis il m'a donné un porte-stylo en peau de lézard. Et voilà, c'est comme ça qu'on a scellé notre connexion. Et en fait, je pense que c'est surtout un pays qui m'a donné envie d'être plus gentil, en fait. Ok. Et c'est la raison pour laquelle tu as décidé d'emménager là-bas. Quelle est la raison, finalement ? Alors, parce que tu venais en voyage, tu nous l'as dit, de base, c'était un pur hasard. T'es revenu plusieurs fois et à quel moment tu t'es dit ouais ok j'ai envie d'habiter au Japon, les gens sont gentils mais c'est peut-être pas suffisant, tu vois, genre. C'est vrai. En fait il s'est passé 2 choses. C'est que à ce moment-là moi je vivais de mon dessin et puis j'étais donc illustrateur et de digital nomade comme on dit, parce qu'il y a quelque chose de plutôt normal à l'heure actuelle avec les créateurs de contenu qui voyagent, et du coup je passais facilement 5 mois par année à Tokyo en fait. Ok. Et ce qui faisait que je faisais des allées-venues, donc je voyageais, j'allais dans différents pays, genre je vais aux États-Unis, je vais au Canada, machin chose. Mais je voulais surtout essayer de passer le plus de temps possible au Japon. Et malheureusement, il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, mon business dans le dessin, il a complètement périclité en 2016. Ça s'est vraiment cassé la gueule. Par rapport à quoi ? Par rapport au fait que je pense que j'ai tout simplement péché par orgueil, parce que j'avoue que j'étais dans une situation où je gagnais très bien ma vie avec le dessin. Ok.
Et je pense que j'étais un peu là, genre, c'est cool, j'ai pas besoin de bosser à temps plein, j'ai suffisamment d'argent pour voyager, pour faire un peu n'importe quoi, sans d'abus forcément, mais genre je profite. Tu t'es reposé un petit peu sur tes lauriers. Exactement. Ouais. Et ce qui fait qu'au moment... mais des fois ça fait du bien, tu vois. Genre... Oui, à un moment ça fait du bien, mais en fait c'est pour ça que maintenant je bosse comme un chien, c'est parce que j'ai eu ce trauma de cette époque, où je sais ce que c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, et que quand il y a plus, t'es là, t'es dans la merde, ouais. Ouais, j'étais vraiment dans la caca. Donc j'ai dû rentrer en Suisse, et puis je suis passé par une période un peu de dépression, tu vois. C'était un peu bizarre, parce que pendant ces années-là, j'étais souvent dans les médias généralistes, donc dans les journaux, je passais à la radio, etc. À l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, entre guillemets, c'est quand même en vrai, il y a 6 ans, c'est un truc de fou. Exactement, c'est exactement encore pendant ces années-là. Et du coup, moi, je suis en Suisse, il faut que j'aille pointer au chômage. Et le problème, c'est que Genève, c'est une très petite ville. Et là où, s'il y a des Genevois qui regardent la vidéo, ils savent où se trouve le centre du chômage. Et c'est à côté de la gare. Et là-bas, en fait, moi, j'ai tous mes potes, plein de gens que je connais qui sont dans les parages. Et quand t'es une espèce de on va dire, personnalité, entre guillemets, tu vois, locale, mais moi, je mettais une capuche sur ma tête pour pas que les gens... Et t'avais quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'avais début de trentaine. J'avais 31, 32 ans, tu vois. Et c'est vrai que dans l'image des gens, c'était un peu des fois genre, machin, c'est le gars qui voyage là, il va là, il bosse avec un tel. Ouais, t'étais une petite personnalité là où t'habitais. Ouais, exactement, c'était un peu, j'étais le roi de l'étang, tu vois. Et puis, et c'est vrai que niveau de l'ego, c'était très difficile à gérer en fait. Et comment t'as surmonté justement ce passage-là de ta vie qui, tu viens de nous le dire, était... un peu compliqué, tu vois. C'était dur parce qu'en fait... C'était aussi une question peut-être, je sais pas, d'ego. Tu te dis, putain, je passe de... Je suis un peu pas le roi du pétrole, mais on s'entend, tu vois. Ouais, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, je vis de ma passion, je peux voyager dans un pays que je kiffe. Et d'un coup, là, je passe à... Après, moi, je trouve ça pas honteux d'être au chômage. Enfin, non. C'est pas du tout honteux, mais c'est vrai que je pense que durant cette période-là, j'étais peut-être... plus arrogant que maintenant. Ok. Parce que je pense que j'étais aussi un peu matrixé par le délire rap, où en fait... Oui, c'est un petit peu un concours de couilles, si je peux me permettre, dans ce genre de milieu, non ? C'est surtout par rapport aux gens avec lesquels je travaillais, les gens que je côtoyais, qui sont des gens qui sont vraiment des individus avec des personnalités qui sont très fortes, qui viennent de milieux qui sont très différents du mien de base, et que si tu t'imposes pas, tu ne survis pas d'une certaine façon. C'est un peu violent, non ? Ça peut être violent. Mais du coup, on va te respecter parce que, on aime bien ton art, etc. Mais si t'es là à faire oui, et puis à courber les chines tout le temps, ça va pas du tout le faire. Et du coup, je pense qu'il y avait un petit peu cette espèce de persona que j'avais dû adopter pour un petit peu naviguer en ces eaux un petit peu troubles. Et pour être crédible finalement aussi, non ? Ouais, moi je pense que c'était plutôt un côté crédible au niveau de ma personnalité. Je m'inventais pas une vie, tu vois, parce que... C'est des gens, ils avaient leur style de vie qui était particulier, puis moi j'étais pas là genre machin, je roule en T-Max avec des Uzi, c'était pas ça du tout, je me suis jamais inventé une vie, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as un gars qui est là, tu sais son background, tu sais ce qu'il fait, puis qu'ils sont un peu menaçants, si tu torses pas un petit peu si tu bombes pas un petit peu le torse, pardon, tu vas te faire manger, quoi. Ouais, je comprends. Donc moi le but c'était pas de me faire manger, mais je pense que ça a aussi déteint d'une certaine façon sur ma façon d'être en général, ce qui est quelque chose que je regrette un petit peu parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes de mon entourage direct qui comprenaient pas mes réactions à certains moments, mais là le fait de me casser la gueule et puis de perdre tout ça, je pense que ça a été une bonne leçon d'humilité, et c'est en ça qu'au final c'était quelque chose de bien, mais en effet sur le moment même c'était pas facile, quoi. Et justement t'as rebondi comment du coup ? J'ai rebondi en passant par une grosse phase d'acceptation, où tu dis voilà, peut-être que le dessin, ce style de vie un petit peu de clochard magique où tu voyages, tu rencontres des gens, etc. Et je pense que c'est surtout quand les gens ils te donnent beaucoup de l'amour, mais en fait tu te rends compte que c'est de la suce en fait. Oh, ok. Ouais. Dans quel sens dans le sens où en fait les gens ils savaient que j'avais travaillé peut-être sur certains projets, que je connaissais certaines personnes. Et tu penses qu'il y a des gens qui sont venus vers toi par opportunité du coup ? Oui. Ah, carrément. Parce que là, le moment où en effet, tu vois, l'ascenseur il est redescendu et puis que tu essaies de remonter à pied,
bah tu vois qu'il y a des gens qui te calculent plus, tu vois. Okay. Et je pense que ça c'est quelque chose qui ça c'est la dure loi de la vie. Ça franchement je pense que ça m'a fait beaucoup de peine parce que tu m'étonnes. Parce que je pense qu'en amitié, je suis quelqu'un de très loyal et aussi peut-être naïf. Mais je pense à un côté naïf de ma personnalité que je prends bien parce que j'accepte totalement le fait d'être un gentil. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que aussi par rapport au fait que quand peut-être j'étais en contact avec certaines personnes et il fallait, entre guillemets, essayer de donner cette image pour que les gens de ces environnements-là entre guillemets te respectent, alors qu'en fait c'est pas du tout nécessaire. C'est là où je pense que quand même ça doit dépendre du milieu dans lequel tu es, tu vois. Après je pense que faut pas oublier, moi c'est ce que je me dis des fois, hein, le pro ça reste le pro, c'est pas mes amis, tu vois. Et même si je travaille avec des personnes avec qui je m'entends super bien, tu vois, il y a des moments où je me dis, écoute, cet influenceur, par exemple, ou ce créateur de contenu, c'est pas mon ami. Genre, c'est mon collègue. Et j'essaye de pas forcément avoir d'attente, tu vois, en retour. Et c'est une manière de me préserver parce que je pense que je fais partie aussi de cette catégorie de personnes qui est un peu trop naïf, tu vois. Elle est gentille. Et abonne-toi. Non, mais et du coup, pour me préserver, moi, je me dis, ok, pas d'attente. Ouais. C'est tout, tu vois, genre je ne compte pas sur toi. Par contre, toi, tu peux compter sur moi, mais moi, je ne compte pas sur toi, tu vois. Ouais, t'as raison, mais là, dans le cas, c'est que moi, c'était pas forcément des gens avec qui j'avais des rapports professionnels. Parce que, et c'est ça qui est marrant, c'est que les gens avec qui j'ai eu des rapports professionnels, 99% du temps, c'est vraiment devenu des bons amis. Okay. C'est-à-dire que même si on a bossé sur rien du tout depuis 10 ans, je sais que si par exemple, je vais dans leur pays, ou viennent dans mon pays, dans ma ville, je vais dans leur ville, ah machin, viens, on va se choper, on va boire un verre, on va échanger, okay. on est potes en fait, tu vois. Okay. Alors qu'en fait, quand je parlais des gens qui retournent leur veste, c'est un petit peu des opportunistes qui étaient là, genre je suis ami avec lui, machin chose, je le connais. Et quand ils te voient où t'es plus rien, t'es plus personne, ils se gênent pas pour te clasher en ligne, tu vois. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de commentaires qu'on faisait. Genre, machin, c'est devenu un schlag, c'est un clochard, vas-y, un dessin à 200 €, de toute façon, où t'en es, t'as pas le choix, etc. Ouais, c'est une blague. Non, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de peine parce que. T'as réussi, là, tu viens de nous le dire, hein, ça t'a fait de la peine, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, vas-y, je prends du recul par rapport à tout ça, fuck, ça reste des commentaires sur Internet, il y a personne qui me le dira en face, tu vois, genre... Écoute, oui, j'ai pris du recul avec ça parce que je voulais tout simplement arrêter le dessin. Ok. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, ce qui était cruel, c'est que j'ai un rapport... ça t'a dégoûté à ce point-là ? Ouais, parce qu'en fait, j'ai un rapport au dessin qui est très particulier, en dehors du fait que c'est une passion et que je fais ça depuis que je suis enfant. Ok. Mais c'est aussi quelque chose qui a un grand rapport avec ma mère, en fait. Okay. Parce qu'en 2011, je suis parti au Japon. Et en fait, c'est la première fois que je suis resté longtemps au Japon. Et en fait, à ce moment-là, il y avait plein de choses qui me disaient peut-être qu'il ne faut pas partir, parce qu'il venait d'avoir Fukushima. Ouais. Ma mère était diagnostiquée d'un cancer, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas partir et la laisser, même si moi, j'ai un peu mon rêve et mon aspiration en tant qu'artiste, où j'ai envie de me confronter à l'endroit d'où l'art que je pratique, là d'où ça vient, en fait. Ouais, je comprends. Et en fait, c'est ma mère, la première personne, elle m'a dit, écoute, Toine, si tu pars pas maintenant... Tu partiras jamais. Et c'est qu'en fait, ça, c'est la chance que t'as maintenant. Et ça, c'est quelque chose que je dis et je leur dirai toujours, c'est que... déjà, ma mère, elle m'a donné naissance, elle m'a donné la vie. Mais là, elle a vraiment donné vie à ma vie artistique, en fait. Okay. Et c'est toujours quelque chose que je vis jusqu'à maintenant, grâce à sa bénédiction à ce moment-là. Et ça fait que malheureusement, pour vivre cette espèce de rêve personnel que j'avais, pardon, j'ai un peu la voix qui tremble. Non, t'inquiète. Il y a des moments où j'ai pas pu être là. Des moments où elle est retombée très malade. Des moments où elle est retombée très malade et tout. Et finalement, j'ai quitté le Japon pour aller à son chevet. Puis finalement, elle est décédée vers Noël en 2011. Et puis c'est vrai que c'est des choses très dures que tu portes parce que tu te dis, voilà, j'ai été égoïste, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Mais en même temps, toutes les belles choses que je vis... Je pense pas que tu as été égoïste, je pense que c'est même...
malheureusement, t'es pas censé perdre un parent aussi jeune. Et c'est plus dans ces moments-là, la vie qui te met à l'épreuve. Faut pas que tu sois pris de culpabilité ou de remords. Enfin, rien n'est ta faute. Non, c'est très gentil à toi de dire ça. Après, je pense que c'est une forme de culpabilité personnelle que j'ai, parce qu'évidemment, ma mère, c'est la personne que j'aimais le plus au monde, quoi. Moi, je suis un fils à maman, tu vois. J'ai sorti un projet en mémoire de ma mère, donner des fonds à la recherche pour le cancer, etc., tu vois. Et je sais que c'est quelque chose, je vais toujours essayer de devenir une meilleure personne, un meilleur artiste, et de toujours essayer de prendre soin des personnes qui me sont importantes, parce que on sait pas pendant combien de temps elles vont être autour de nous, etc. Donc voilà, s'il y a vraiment quelqu'un que vous aimez, à qui vous tenez, c'est hyper important. Il faut le dire. Enfin, vraiment, l'amour, c'est pas seulement quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se prouve par des actes. Et vraiment, si j'ai un message à passer dans cette vidéo, c'est pas pour vendre mes tapis avec ce que je fais dans le dessin, etc. C'est vraiment par rapport aux gens qui sont importants dans nos vies, quoi. Vraiment. Oh, Tuan, ça me touche, ça vient de me mettre une claque, hein, ce que tu viens de dire. Voilà. C'est trop beau. Et franchement, je respecte à mort ta manière de voir les choses. Merci. Je trouve ça, même, je veux dire, la manière dont t'as tiré le son de tout ce qui t'est arrivé, je trouve ça vachement, waouh, tu vois. Parce que t'aurais pu très bien te dire, fuck, il m'arrive tout ça, et au final, in fine, je vis ma vie et je m'en branle, tu vois. Mais toi, t'as choisi quand même de tirer du positif dans le négatif qui t'était arrivé. C'est exactement ça. Et je trouve ça trop bien, tu vois. Ah, merci beaucoup. Tu nous parlais un petit peu de ton rapport à l'échec, du coup, parce que t'as ton projet dans les dessins qui s'est pas forcément passé comme tu le voulais par rapport à, tu le disais, tout se passait bien dans ma vie, j'en ai profité, j'ai eu un petit retour du bâton. Ouais. T'es parti au Japon parce que tu disais aussi que artistiquement tu souhaitais te retrouver, te chercher, trouver quelque chose. En quoi tu peux nous dire que le Japon il t'a aidé à trouver de l'inspiration? Parce que tu vois, typiquement, il y a beaucoup d'artistes qui viennent au Japon quand ils sont un peu en manque d'inspiration. Pour toi, en quoi le Japon il t'a aidé à, si je puis me permettre, ouvrir tes chakras, tu vois, et à te dire, voilà, maintenant, c'est pas je repars de zéro, mais j'ai envie de trouver un truc qui me correspond, quelque chose qui me fasse un peu vibrer. Pourquoi le Japon? Pourquoi cette destination, tu vois? En quoi ça a pu donner naissance à tes nouveaux projets, tu vois? Tout à fait, c'est une très bonne question, et je pense qu'à partir du moment où t'es passionné par quelque chose, t'as envie d'aller là où ça a commencé. Okay. Et ça, c'est quelque chose que John Lennon disait quand il vivait à New York. Donc John Lennon, l'ancien leader des Beatles, il a dit, voilà, si moi je vivais au temps de l'Antiquité, j'habiterais à Rome, parce qu'il y a tout qui se passe à Rome, mais que là, durant ces années-là, durant les années 70, ça se passait à New York. Et non seulement il y a un pôle vraiment avec beaucoup de gens créatifs, des artistes, il y a vraiment un foisonnement, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont attirées par ça, mais c'est aussi parce que moi, c'est mon kung-fu, tu vois. c'est par exemple, si toi, t'es là, genre, ah putain, et moi, je kiffe le rock anglais, je kiffe David Bowie, Eric Clapton, etc., je veux aller voir c'est quoi la vibe, Liverpool, comment ça se passe, etc., la scène underground de Londres, et tu veux voir les gens qui jouent vraiment bien, et puis tu veux aussi te confronter à ça, parce que si tu restes, entre guillemets, tu vois, on parlait du fait que j'étais une personnalité locale, tu vois, donc Genève, très très petit. Toujours humble, hein. Non, mais c'était vraiment dans le sens où si je veux perfectionner mon kung-fu, j'ai envie d'essayer de faire du Bruce Lee, j'ai envie d'aller le plus haut possible, et je sais que c'est pas en me satisfaisant, entre guillemets, d'une situation que je peux avoir et d'une réputation à une certaine échelle. Après, c'est pas une question métrique qui compte. Parce que moi, le kung-fu que je pratique, c'est un kung-fu... c'est les soirs de pleine lune, je pratique mon art, etc. Et je travaille mon truc, tu vois. Et je pense que ici, quand tu es dans un environnement où tu rencontres toujours des gens qui sont actifs dans un milieu, tu tournes la tête, tu as des visuels, tu vois un arbre, tu es là genre, mais c'est quoi ça? Et il y a tout qui a une esthétique que tu vois nulle part. Enfin, tu vois, moi je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'au Japon, il y a tout qui est plus beau qu'ailleurs. Je confirme. Tu vois un chien, tu te dis mais c'est quoi ce chien? Tu vois de l'herbe, mais je sais pas, tu vas dans des endroits, t'as l'herbe, elle est verte fluo, on dirait le fond d'écran de Windows 95, tu vois.
Et tu vois des enfants, c'est là, mais j'ai jamais vu des enfants aussi beaux et innocents qu'ici, tu vois. Ouais. Et Ils sont trop mignons. À chaque fois, moi, que je vois des gosses, je suis en mode, j'ai envie d'envoler un, le mettre sur mon bureau. Et juste. Abonne-toi. mais ils sont trop mignons. Non, ils sont trop choux. Non, mais me fais pas passer pour une meuf bizarre. Non, je te comprends à 1000%. Tu me comprends? Ah oui. Alors justement, quand je suis revenu au Japon, j'avais pas la même situation dans le dessin, donc j'ai dû avoir un travail alimentaire et j'étais prof en fait. Ok. Donc j'étais professeur principal de mon école, etc. Enfin, en dessin ou? Non, en anglais. Ah. J'étais prof d'anglais. Rigolo. Et du coup, en fait, moi à la base... Je savais pas. Si, c'est quelque chose que j'ai fait pendant quasiment 5 ans. Ok. Et en fait, moi à la base, j'étais pas du tout à l'aise avec les gamins. Ok. Genre, ok, tu veux quoi, machine à caca, tiens, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai mais moi, je te vois comme une personne justement qui n'est pas du tout à l'aise avec les gosses, mais que les gosses adorent. Alors justement, c'est exactement ça, parce que en fait, les gosses m'adorent. Parce que je suis sûre que toi, tu prends pas une voix de, genre, tu les considères limite comme des gens de ton âge en mode. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas là genre. Je suis là genre mais arrête, tu casses les couilles là. Enfin, je pouvais pas dire ça parce qu'on est au travail, mais en fait j'ai découvert vraiment une passion pour les gamins. Et en fait grâce à ce travail j'ai adoré les enfants et ça va te sembler très bizarre ce que je vais dire, mais c'est qu'en fait je sais le système éducatif, la culture c'est très difficile pour les enfants, il y a beaucoup de pression, mais je pense que le Japon c'est peut-être l'endroit où j'ai vu des enfants innocents et heureux comme je l'ai pas vu du temps où moi j'étais enfant. Ouais, mais tu vois, moi j'ai l'impression qu'on leur permet pas non plus de, d'avoir des réflexions comme nous, par exemple, au même âge, on peut avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai l'impression quand même que le système scolaire japonais, alors je suis jamais allée à l'école étant petite au Japon, mais d'après, par exemple, Louis Sen, il en parle dans ses vidéos, etc., tu vois quand même que c'est des systèmes qui sont vachement encadrés, où la liberté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, tu vois? Vraiment, parce que moi, j'avais et oui, je pense que cette innocence, du coup, elle va de soi, parce que les gens, ne savent pas, en fait. Les gosses, ils savent pas, j'ai l'impression, tu vois. Ça, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très juste, parce que, en fait, je pense que cette espèce un petit peu de gentillesse, d'hospitalité et d'innocence que peuvent avoir les Japonais de façon générale, en tout cas c'est notre vision venant de nous les étrangers, c'est parce qu'en fait ils ont tellement de pression, ils ont tellement pas le temps, que ce soit avec les études, que ce soit avec le travail, etc., que quand vient un petit peu les moments de loisirs, on s'amuse, on s'amuse vraiment. Donc est-ce que tu vas te faire embrouiller dans une soirée par une personne japonaise parce qu'elle a passé une mauvaise journée? Non, parce que elle sait que c'est précieux. Ah oui. C'est son mais moment. là, tu parles pas des enfants, tu parles des adultes. Exactement. Ouais. Mais je pense qu'il y a un espèce de schéma en général, et même les enfants, ils savent très bien, parce que moi les gens, ils se disputent pas. Hein. Non. Des fois, il y avait des petits trucs, mais il y a pas mal de bullying aussi. Mais en fait, quand tu vois, il y avait pas mal de mes élèves, ils avaient genre, franchement, 7 ans. Je pense que le président de la République, il n'est pas aussi occupé qu'eux. Parce que ce qu'on appelle les tiger moms en Asie, donc les mères qui sont vraiment genre, ok, là t'as l'escrime, là t'as l'équitation, là t'as ton cours de maths, là t'as ton cours d'anglais, etc. Et moi, des fois, je discutais avec mes élèves, et puis j'étais, en fait, toi, ta journée, c'est quand que tu te reposes? Et parce que j'avais un élève, il était arrivé 15 minutes en retard à son cours. Et il me dit, ouais, machin, je suis désolé. Puis en fait, lui, il me parle de sa journée. C'est qu'en fait, je me rappelle plus à quelle heure commençaient les cours, mais en fait, il arrive plus tôt parce qu'il fait partie du club de sport. Donc il devait courir avant. Après, il se change, il fait sa journée de cours. Après les cours, il va courir encore. Il va vite manger chez lui. Il m'a dit, j'ai 15 minutes pour manger. Tout est chronométré. Et je viens ici à l'école à poursuivre mon cours. Et moi, je dis, mais mec, tu fais comment, quoi, tu vois? Tu fais comment? Et puis je t'ai dit, mais pourquoi tu cours autant? Il faisait partie du club de baseball, donc apparemment il avait un bon niveau, donc ils étaient vraiment à fond là-dedans. Mais moi j'étais là, mais mec, tu as des moments de loisirs, tu peux te reposer. Et puis il m'a dit oui, des fois, tu vois. Moi je trouve ça quand même un peu triste, tu vois. Oui, c'est triste, mais c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs c'était assez beau parce que cet élève m'avait écrit une lettre d'amour. C'est un élève masculin, hein, donc. Mais en fait, dont l'anglais évidemment n'était pas parfait, mais c'était un moment où en fait, je devais changer d'école à cause du Covid.
Okay. Donc ils avaient décidé de me mettre dans un autre établissement qui était plus proche de chez moi, bref. Et du coup, ton emménagement au Japon... C'était avant. C'était avant. Ok, c'était avant le Covid. Je suis revenu au Japon en 2018 sans ma situation de dessinateur à la base. Ok. Et du coup, lui, quand il a appris que je devais partir, il m'a écrit une lettre où c'était écrit en grand « I love you » dessus. Et il me disait « Oui, j'aime beaucoup vos leçons, vous êtes vraiment très drôle, j'ai envie de voyager avec vous. » Après, je t'avoue, sur le moment, j'ai trouvé un peu bizarre parce qu'il a 14-15 ans. J'ai trouvé un petit peu bizarre et tout, mais c'est aussi parce qu'il parlait pas bien anglais, donc en fait il s'exprimait de façon avec les mots simples. Exactement. Mais en fait, moi j'ai trouvé très beau parce que je pense que pour cet élève et peut-être pour d'autres, dans toute cette espèce de marasme où ils sont occupés, ils ont le club de ci, les activités de ça. Et en fait, ils ont... Tes cours, c'était un moment de détente. Ouais, c'était le moment où ils se marraient. Et puis en fait, ils avaient des bonnes notes parce qu'en fait, si tu prends du plaisir, peut-être que tu apprends mieux. Ouais, c'est prouvé, je pense. Que jusqu'à maintenant, moi, quand j'ai quitté ce boulot, en fait, ça m'a fait beaucoup de peine parce que les élèves ils te donnent beaucoup, beaucoup d'amour. Je comprends. Et justement, tu nous disais que tu avais fait du coup des yo-yo, je me rappelle plus exactement des dates, entre la France et le Japon. Entre la Suisse. La Suisse, pardon. La Suisse, c'est Genève, Japon, Genève, Japon. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont vécu 1 an au Japon et qui sont rentrés du coup en France. Toi, tu l'as vécu comment, ce retour ? Parce que moi, j'ai pas mal de potes qui ont fait des petites dépressions, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant d'en parler avec toi. Ouais. Je l'avais pas prévu dans mon petit fil conducteur des questions que je voulais te poser, mais je trouve que ça peut être sympa pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent d'avoir un petit peu ton point de vue sur la situation, parce que voilà, toi, tu as fait des allers-retours. Donc, tu as pu ressentir peut-être, si ça tombe, t'étais bien, si ça tombe, t'étais OK. Peut-être que justement, t'as pas eu le temps de déprimer parce que tu savais déjà que t'allais repartir. Je sais pas, du coup, comment ça s'est passé pour toi. Si jamais il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans ton discours. Ouais. Écoute, alors déjà, je te remercie pour tes questions parce que je pense qu'en fait, l'échec, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, dans le sens où... Et un peu tabou aussi. Ouais, c'est tabou parce que les gens, ils ont beaucoup d'amour propre. C'est ça. Ils ont du mal à en parler. Mal placé, puis ils n'ont pas envie d'en parler. Moi, j'ai aucun... Et je trouve ça vachement chouette et je te remercie. Je te remercie pour ça, Tuan. Et le truc qui s'est passé, c'est évidemment, je suis passé par une phase de dépression, mais en fait, c'était pas seulement par rapport au fait que j'étais pas au Japon, mais c'était que la liberté que j'avais réussi à avoir de par mon activité professionnelle à ce moment-là, c'est là où tu dis, mais en fait, c'est fini, cette liberté. Ou en fait, avant, genre, j'étais chez moi en peignoir, je dessinais un caca d'oiseau, puis je me disais, je suis payé pour ça. Et je me dis, mais demain, je peux partir au Machu Picchu. Tu vois, en fait, t'as cette espèce de mobilité où genre, allez, paf, tu vois, t'es libre. Et je pense que c'est vraiment cet esprit de liberté où tu sais que c'est plus là et que tu vas devoir rester dans ta ville. Je n'ai rien contre ma ville, j'ai mes meilleurs amis, j'ai ma famille. Mais, tu sais, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand t'as Frodon qui revient dans la comté, et en fait, il a vécu tellement de choses que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, il est changé, tu vois. Et c'est pour ça qu'à la fin, il part avec Bilbon, qui est tout pourri, là, d'ailleurs. Il est tout moise. Et il part avec les elfes. Il part avec les elfes et ses potes, ils sont là, genre, mais mec, tu fais quoi ? Et puis la bière à la taverne du Dragon Vert, je sais pas quoi. Il fait non, moi, Et en fait, moi, je pense que vraiment, tout ce que j'ai pu vivre avec le dessin et aussi au Japon, parce que le Japon, c'est un endroit qui m'a beaucoup marqué humainement. Et c'est là où je me dis, il faut que je trouve un moyen de repartir. C'est ce que disait aussi Victor, qui est mangaka. Victor Dermo. Ouais. Et Diamond Little Boy. Vous pouvez aller checker son manga d'ailleurs. Il disait justement que quand il venait au Japon, il avait l'impression d'être dans sa bulle, tu vois. Et que, en fait, quand il rentrait en France, tu vois, les gens, ils captaient pas, tu vois. Ils n'étaient pas sur la même fréquence. Non, mais c'est ça, je pense et même des fois, il avait un peu la flemme d'en parler. C'est même pas en mode méchant, tu vois, mais c'est en mode parce que les gens, ils vont pas comprendre, tu vois. Ça, c'est tout à fait ça. Parce que c'est un délire d'être au Japon, c'est ça ce que vous comprenez pas, les gens. Moi, il y a un truc, c'est que les premières fois où je faisais mes allées-venues au Japon, et encore, j'avais de la chance parce que je pouvais partir minimum 2 fois par an. Et même à un moment, je restais plusieurs mois. T'avais l'oseille aussi, hein. Non, tu vois, à force de voyager, je collectais les miles. Donc, les gens qui voyagent, collecter les miles, c'est important, ça aide beaucoup. Et non, mais vraiment, j'avais une vie qui était très plaisante. Ça, je peux pas le nier. Mais je savais que quand je rentrais, t'as cette espèce de blues
où en fait, je ne pouvais que voir, justement, un pote à moi qui s'appelle Aubry, qui a habité, qui est resté chez moi au Japon un moment. Il a fait 3 mois dans le Japon à vélo. Et en fait, je savais que c'était le seul qui pouvait me comprendre quand je revenais à Genève. Et je lui disais, mec, je reviens tel jour, telle date, viens me chercher. Mais des fois, mes parents et tout ne savaient pas que j'étais déjà là, en fait. Et parce que t'as ton moment où t'as besoin de faire tampon, peut-être. Exactement, j'avais besoin de ratterrir. Du coup, moi, je restais avec lui et je savais que on allait pouvoir parler du Japon et de choses que lui, il allait comprendre. Et pas encore genre, ouais, mais c'est bon, là, avec tes machins, les bons gars, là, c'est bon, arrête de faire chier. Donc, j'avais besoin d'avoir cette espèce de phase un petit peu de transition. Et même des fois, moi, il y avait mes parents, ils étaient là, genre, ah bon, t'es rentré, tu nous dis rien, c'est quoi le délire et tout. Et je savais qu'ils pouvaient pas comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que l'atterrissage, il est très difficile et après le Japon, c'est un petit peu à double tranchant parce que je trouve que c'est un peu un pays, soit ça rend les gens meilleurs, soit ça rend les gens plus mauvais. Ah ouais. Ouais. J'ai souvent cette impression. Merci de nous l'expliquer tout de suite maintenant. Alors ça, c'est juste selon mes observations. Okay. Ouais, mais bien évidemment, là on parle de ton point de vue. Mais j'ai remarqué, et ça c'est aussi des choses que des gens que je connais m'ont dites, qu'en fait, ils pouvaient tomber sur des personnes étrangères le plus souvent, qui étaient des personnes très gentilles, renfermées sur elles-mêmes, etc., qui se découvraient une nature de mal alpha ici. Oui. Alors il y a un nom. Et il y a un nom pour ça ? Il y a un nom, et on en a parlé avec mes potes japonais la semaine dernière, c'est un mot en anglais, et c'est... j'ai oublié. Ah, mais il y a vraiment un mot pour ça. Oui, il y a un mot, et c'est un mot qui est donné par les Japonais à ces personnes-là. Voilà. Je le mettrai du coup en vidéo, le mot va s'afficher juste ici. J'ai oublié, mais c'est en mode genre je sais pas, mec sans succès qui explose, un truc comme ça. Exactement. Je sais plus ce que c'est. Parce que tout d'un coup, ils découvrent que mais en fait, je plais à des filles. En fait, on le dit, enfin c'est pas cliché, mais il y a beaucoup de gars. Et il n'y a pas cet effet-là avec les meufs, je précise, mais il y a beaucoup de gars qui, en fait, n'ont pas beaucoup de succès en France. Chez eux, ouais. Et qui arrivent, je dis en France, en tout cas, à l'étranger, des Européens ou des Blancs, tu vois, et qui arrivent en Asie, et du coup, les Japonaises, elles les trouvent kakoi, tu vois, parce que c'est des Blancs. Et du coup, là, d'un coup, ils ont plus de succès que dans leur pays d'origine. Ouais. Et c'est vrai que ces gars-là, du coup, après, ils sont un peu matrixés. Ouais. Moi, j'en ai déjà croisé, et t'as raison, des mecs qui sont de prime abord hyper chats, ils sont là, ouais, moi, je l'emmène au Love Hotel, et machin, et nan. C'est en mode, ouah, gars, tu dégoûtes. C'est justement des personnes qui se découvrent une nature de mal alpha, parce qu'en fait, ça fait de la peine aussi. Ouais, ça fait de la peine, mais ils prennent avantage, on va dire, de la gentillesse locale. Ouais, c'est vrai. Parce que, c'est vrai que une personne japonaise de base, c'est quelqu'un de très pacifique, d'hospitalière et de gentil. Ouais, c'est vrai. Et forcément, si toi, tu débarques et que tu vas 1 degré au-dessus au niveau un petit peu de la méchanceté, et que tu dis, mais on me répond pas, il y a personne qui me tape ils en profitent. ici, magnifique, c'est moi, le mal alpha. Ouais. Mais tu le vois même avec tous ces youtubeurs américains qui venaient au Japon et qui font n'importe quoi, qui ne payent rien, qui vont manger dans les restos, qui se barrent sans payer, qui montent dans les bus, machin. Les Johnny machin là. Ouais. Je peux même pas dire son nom. Je sais même pas comment il s'appelle. On va pas lui donner de la force. Il n'a pas de nom. On va pas lui donner de. Ouais. Et c'est des gens qui viennent, qui abusent justement de la gentillesse des gens, parce qu'il sait très bien, ce gars-là. Enfin, il y en a eu 2 ou 3, je crois, de youtubeurs qui, en fait, justement, ils profitaient du fait que les Japonais n'allaient pas répondre et qu'ils allaient être un peu choqués. Après, ce gars-là, l'américain, là... il s'est fait virer, lui. Ouais, il s'est fait virer. Là, il y a des Japonais qui se sont rebellés, tu vois. Ouais, qui le cherchaient dans Tokyo. Ouais. Il y avait un youtubeur, en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait un youtubeur connu ici qui avait monté... Tiens. Intervention du cadreur. Du coup, Paul et qui, je précise que vous pouvez suivre sur Instagram, parce qu'il fait des magnifiques photos. Il est photographe. Ah, c'est Ekiki. Oui. Ah, c'est toi. C'est Eki, pas Ekiki. Ah, pardon. Ah, ok, pardon, c'est toi. Ok. Ah non, pardon, parce que j'ai vu, t'avais dit un truc sur Alan.
Ouais, parce que j'ai partagé suite à ta vidéo. Ah, ok. Ah, d'accord, alors c'est toi. Et oui, c'est moi, le fameux. Et donc, du coup, le mec, c'était genre, en gros, il y avait un youtubeur japonais qui avait monté une équipe, mais c'était carrément allé loin, au point qu'en fait, le mec s'habillait dans une tenue, pas de Yakuza, mais un peu en mode daimyo, sorti des mangas et tout ça. Ah, il était en Rengoku de Kimetsu no Yaiba. Il était cosplayé en Rengoku, il avait monté une équipe, mais les gars avaient genre des battes et compagnie, ils voulaient le monter en l'air, le type, et ça allait à un point qu'en fait le type avait fini par se faire choper par cette équipe-là dans le métro, je crois c'était à Shibuya ou à Shinjuku, et en fait t'as carrément les flics qui ont intervenu pour en fait les séparer, et après ce type-là s'est fait arrêter et s'est fait envoyer en tôle, et je crois qu'il a fait 1 mois de tôle, 1 mois et demi. Bon, c'est la tôle japonaise, donc... Ouais, c'est la GAV de 23 jours, 23 jours, donc ça rigolait pas. Il s'est fait dégager, il est revenu et il s'est refait choper une semaine après, parce que le mec était tellement con, il voyait que... Et après, genre juste après, t'avais un autre youtubeur / twitcher américain qui était venu, et il avait fait v'là des chiffres, parce qu'il avait loué une petite copine qui était une influenceuse un peu... avec des gros chiffres ici et tout ça, et il avait fait des vidéos en mode je sors avec une japonaise, etc. Et genre vraiment t'as eu du contenu comme ça, storm de ouf pour tout le monde, mais qui montrait une sale image du Japon, qui avait aucun respect du Japon, et en gros c'était archi vénère, et les Américains ils sont arrivés comme ça, et je finis la parenthèse comme ça, et hier je suis tombé sur une photo des familles d'étrangers, du coup des touristes, et il y avait des gamins qui étaient en train de monter sur, pour ceux qui sont déjà venus au Japon, les châteaux. Tu sais, genre il s'est posé sur des grands blocs de pierre. Mais non. Il y a une photo, et tu peux être sûr que la semaine prochaine on voit ça à la télé. T'avais des gamins qui montaient sur les blocs de pierre et tout. Et bah forcément, Japon oblige. Bah les Japonais ils prenaient des photos pour ne rien dire, mais là le lundi, mardi, t'es sûr que c'est à la télé. Justement. Je te remercie Paul pour ton intervention. Merci. Pas Eiki. Ce n'est pas Eiki. Donc si vous voulez le chercher sur les réseaux, c'est Eiki avec un ki. On le mettra juste ici. Mais en effet, donc pour moi, il y a ce cas de figure où moi j'ai beaucoup de peine avec ça. Ou sinon, l'autre cas de figure, qui est celui que je préfère, c'est que je pense que le Japon, pour les personnes qui font un tant soit peu l'effort d'apprécier l'hospitalité et la gentillesse des personnes locales, moi je pense que ça peut rendre et ça rend les gens meilleurs. Ouais. Parce que ça t'apprend la patience, ça t'apprend l'humilité, et en fait cette gentillesse t'as envie de la redonner. C'est clair. Et c'est vertueux parce que t'es comme ça, moi aussi je vais être comme ça. Et en fait même le fait que j'ai l'impression que en France moi j'étais plutôt méfiante quand même, tu vois. Enfin la vie m'a poussée à être méfiante parce que de base je le suis pas, mais on va dire que tu vois, même moi, dans mon cercle proche, j'ai eu des amitiés qui étaient des fois un peu bancales, qui étaient un peu basées sur la jalousie, malheureusement. Tu vois, il suffit que tu te lances sur les réseaux, que tu aies 2000 abonnés. Oh mon Dieu, faut que tu sois heureuse, mais jamais plus que moi. Faut que tu sois riche, mais jamais plus que moi. Faut que tu sois belle, mais pas plus que moi, tu vois. Et ça, c'est problématique, tu vois. Moi, quand j'ai passé les 10K sur Instagram, mes potes japonais, babou, ils sont arrivés avec un petit bouquet de fleurs. Félicitations. Ouais, c'est mode, trop chou. En mode, on est trop content pour toi, tu vois. Et même, je vois... Alors, moi, j'ai quand même une base d'amis qui, d'ailleurs, vont écouter ce podcast et elles vont se reconnaître, tu vois, où je sais que c'est hyper sain, c'est même plus des amis, c'est ma famille, tu vois. Au Japon, tu vois, j'ai pu retrouver ce style d'amitié avec des gens alors que ça fait 10 fois moins longtemps que je les connais, mais c'est un truc qui est basé sur... En fait, tu vois, comme les gens qui voyagent là-bas, je me suis comment dire, rapprochée de personnes qui me ressemblent. On voyage au Japon, on quitte la France. Ouais. Tu vois, on a tous à peu près la même histoire, tu vois. On cherche à se développer ici, à faire quelque chose, à travailler, à chercher de l'inspi, tu vois. Et du coup, je suis amenée à rencontrer des personnes qui me ressemblent, tu vois. Ouais, tout à fait. Et j'ai créé des amitiés qui sont méga types avec des gens ici. Et je me rends compte qu'on est tous un petit peu pareils, tu vois, bon, bien évidemment, chacun a sa personnalité, etc., tu vois, mais tu vois, moi, par exemple, Tuan, genre, je me reconnais aussi dans ton discours, pas tout le temps, tu vois, mais quand tu parles surtout avec ton cœur, je suis en mode, mais grave, tu vois, genre, et même quand tu parles du Japon, je suis là, mais tellement, il a trop raison, et je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment pour ça que je crée ce podcast-là, tu vois, pour que les gens qui soit habitent au Japon, ou soit les personnes qui aimeraient voyager au Japon se disent, mais putain, j'ai envie de ressentir cette émotion. En fait, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que je dis souvent que le Japon, c'est une fausse aventure, dans le sens où c'est pas un endroit dangereux, il va pas t'arriver un truc de fou, enfin, t'es pas dans le Bronx, on va dire, t'es pas dans une favelas à Rio.
Mais d'un point de vue humain, par contre, là, c'est une aventure qui est très très forte. Ouais. Et en fait, là, dernièrement, j'ai un ami, donc s'il regarde ce podcast, il se reconnaîtra, il m'a demandé des conseils. Écoute, j'aimerais essayer de m'installer au Japon avec ma femme. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as des conseils, tu vois ? Et en fait, je pense que l'expérience du Japon, pour moi, elle est tellement bénéfique et je pense que j'ai tellement eu de la chance de rencontrer des gens positifs et des gens bons, parce que ça va sembler très naïf à dire, mais c'est rare de tomber sur des gens qui sont vraiment bons. Et dans ce que tu dis par rapport au fait que voilà, tu as rencontré des gens ici et peut-être que tu n'as pas un historique d'amitié aussi long avec ces personnes qu'avec celles que tu as connues avant, mais reste néanmoins le fait qu'il y a quand même ce lien et des valeurs, des sensibilités qui font que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais, de ouf. Hein. Et c'est pour ça que quand justement ce pote il m'a parlé de ça, mais j'ai envie de l'aider. Et après, je sais pas si je peux parler de ça dans le podcast, mais par exemple, même pour Eiki, avec un seul qui, quand il parle du fait qu'il veut rester au Japon, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien, ça a l'air d'être quelqu'un de méritant, j'ai envie qu'il puisse le faire, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de vachement entraide, je trouve, dans la communauté francophone, quand même, à Tokyo, elle est pas méga grande, en vrai. En tout cas, quand tu parles des expats, je parle pas des touristes. Tout le monde se connaît un peu plus ou moins, c'est déjà croisé, etc. Ouais, tout le monde se connaît de nom, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un noyau qui, quand même, on se serre les coudes, tu vois. Non, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est très sympathique, surtout qu'à la base, je traîne pas vraiment avec des francophones ici. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau que je découvre, et puis c'est vrai que ça fait du bien, parce que à la base, c'est vrai que mes amis, c'est surtout un peu des Japonais. Du Golden Guy. Voilà, dans les bars, on va dire. Et sinon, avec le travail avant, j'étais beaucoup avec des gens anglophones. Okay, donc, mais c'est vrai que vraiment, des francophones, pour moi, c'est très récent, quoi, en fait. Parce qu'à la base, le seul francophone que je fréquentais beaucoup, c'était Mourad, quoi, qui est mon meilleur pote ici. Je t'aime, Mourad. Et que je vais d'ailleurs inviter dans le podcast. Mais non, non. Oui. Je lui ai dit. Non, mais il a dit quoi ? Attends, il veut parler. Et c'est sérieux, il va accepter Mourad ? Oui, attends, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Mais non. Je vous mettrai le petit screen. Mais non. Alors là, il me parle de sauterne, de foie gras. Ah oui, il a du foie gras. Mon Dieu. Ah oui, je vis. Et je lui dis, c'était pour savoir si t'étais chaud de venir tourner un épisode de podcast. Il fait, oui, je suis chaud, point. Si tu penses que j'ai des trucs intéressants à raconter. En fait, oui, je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues ici. Après, je vais moi, je le dis tout le temps. Toutes les personnes qui habitent au Japon ont au moins une anecdote de taré à raconter. Ouais. Tout le monde a une anecdote. C'est impossible que tu fasses, allez, je vais vraiment la jouer large, 6 mois sans qu'il y ait un truc de fou qui te soit arrivé, une anecdote où tu te dis mais j'étais dans la merde, les Japonais, ils m'ont conduit, Kyushu, ils ont fait le taxi, ils m'ont amené à la montagne. Tout le monde a une anecdote de fou malade à raconter à partir du moment où ça fait 6 mois que t'es au Japon. Non, mais enfin, il arrive autant des trucs trop bien, parce que les gens, ils sont adorables et hyper bienveillants. Et des fois, il arrive des trucs de merde. Oui, un peu, mais comme partout, au final, ça reste juste la vie. Tuan, tu nous disais tout à l'heure que, je le rappelle une nouvelle fois, que tu avais quitté la Suisse pour chercher de l'inspiration. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de à quoi aurait ressemblé ma vie si j'étais restée en Suisse ? Tu sais, j'y pensais hier. Ah ouais ? Oh ouais, j'y pensais hier, et ça va peut-être sonner méchant. Ok. Ça va peut-être sonner méchant. Je veux pas être méchant, mais je vais dire les termes, parce que c'est ce que je remarque. Mais en fait, ma bande de meilleurs potes en Suisse, il y en a beaucoup qui sont divorcés. Il y en a beaucoup qui sont dans des situations pas faciles avec leurs enfants, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. J'ai des potes qui gagnent entre 20 000 et 30 000 euros par mois, mais qui sont pas heureux. Et des fois, ils me disent « Ah mec, j'aurais dû faire un truc comme toi, là, je suis bloqué, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. » Et je pense qu'ils font leur crise de la trentaine, puis de la quarantaine, où en fait, ils ont des regrets par rapport à leur vécu. Alors que moi, j'étais le premier
à me prendre des critiques, tu vois. Et limite, toi, peut-être que tu t'es pris les claques au début, tu vois. Ah oui. En mode parce que t'as un peu galéré, parce que tu nous le disais tout à l'heure, t'as vécu des trucs pas du tout ouf, tu vois. Et peut-être que toi, en fait, finalement, les claques, tu te les ai prises dès le début et après, c'était que du plus, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup ça, parce que je pense que de façon générale, je veux pas parler de mes potes en particulier, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent. Ok. Et ce qui fait que si toi tu restes sur je fais ce que je peux, voilà, j'ai fait mes études dans ce domaine, je vais travailler dans tel domaine, je vais rester dans cette boîte et ça va être comme ça. Il va arriver un moment où tu vas ressentir un sentiment de manque, et je pense que c'est pour ça que les gens ils ont des crises de la trentaine, de la quarantaine. De frustration, exactement. T'as l'impression de te sentir enfermé. Moi, la raison pour laquelle j'ai déménagé au Japon, je me suis dit fuck, je prends mes valises et je me casse, c'est parce que j'ai terminé mes études, j'ai bossé 6 mois dans une entreprise, j'étais chargée de com et marketing. Je peux te dire que je me sentais enfermée, j'avais des plaques dans tout le corps, tu vois, parce que t'avais des réactions. Je me sentais pas bien. Après, il y avait ma vie, moi, mon ex-petit copain qui était une calamité à lui toute seule, tu vois. Et mais en plus de ça, le travail, l'environnement où je me sentais mal, tu vois. J'ai eu une de mes meilleures potes au téléphone tout à l'heure, hier soir, excusez-moi, et je lui ai dit, moi, si j'étais restée en France, je pense que je serais encore avec ce garçon. J'avais pris 17 kilos quand j'étais avec ce mec-là, tellement j'étais angoissée as fuck. Je pense que j'aurais fait 80 kilos, j'aurais continué à taffer dans cette entreprise, et je pense que j'aurais été la meuf la plus malheureuse du monde, tu vois. Alors que là, je suis on flic. Ouais, mais c'est hyper, c'est hyper important ce que tu dis, parce que je pense que la chose la plus importante, c'est de pas avoir de regrets. En fait, c'est de s'écouter. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, tu vois, moi, je l'ai remarqué, par exemple, on attend toujours avant de se lancer dans des projets. On se dit non, mais là, j'ai pas assez d'argent pour partir. Non, mais là, mon projet, il est pas assez abouti. Et finalement, en fait, tu finis par procrastiner, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, même à force d'attendre l'idée super géniale, ou à force d'attendre les 20K pour vivre bien pendant 1 an, tu ne partiras jamais. Si tu as la possibilité de partir 3 mois, même tu as 3000 balles sur ton compte, tu vois, vas-y, tu pourras te trouver un truc à faire au Japon, tu as des opportunités. Bon, ça dépend bien évidemment des personnes que tu rencontres, mais au pire, t'as kiffé ta vie pendant 3 mois, tu vois. Et ça va te donner un but. Et ça va te donner un but, oui. Parce que je me permets de rebondir sur ce que tu disais, parce que en fait, ce que tu dis dans le fait d'entreprendre quelque chose et d'avoir l'esprit d'initiative, ça me fait penser à un truc que Steve Jobs il avait dit. Là, en l'occurrence, il parle de l'art, mais je pense que c'est applicable à tout. Il disait, c'était quoi en anglais, real art ships. C'est-à-dire que le véritable art, il sort. C'est pas un truc que tu gardes dans ta cave. Ouais. C'est, tu vois, un artiste, il dit, je fais de la musique, mais si tu ne sors pas ta musique, tu vas pas te confronter. Ou si toi, t'as ton plan, tu parlais des 20K, est-ce que je dois économiser tant? Mais si tu te mets pas en première ligne à te dire, je prends mon billet d'avion, je pars, etc. Si t'as pas l'écro, c'est mort. C'est ça, ça va jamais se passer. Moi, je suis amie avec une artiste japonaise, tu vois. Elle est illustratrice, c'est une des meufs les plus talentueuses que je connais. Elle a pas l'écro. Genre, elle ose pas faire les trucs, elle est toute seule. Moi, j'ai dit, cette meuf-là, elle sera connue quand elle sera morte. C'est très triste, ce que je dis. Mais cette meuf-là, elle a tellement pas l'écro, alors qu'il y a des gens qui sont 10 fois moins talentueux, tu vois. Elle parle de moi. non, mais il y a des gens qui sont 10 fois moins talentueux et pour autant qui percent, tu vois. Mais oui, mais parce que ça. Mais c'est une qualité et c'est un mental. Oui, c'est un mental. C'est un mental. Par contre, ça, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un à avoir la dalle. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas, genre, t'es artiste, t'apprends un métier, y a pas de souci, tu vas appliquer des choses, tu vas prendre des théories et tout ce que tu veux, mais si au fond de toi, t'as pas ce petit feu, etc. Et dans la vie, après il y a des gens qui vivent sans, mais moi je fais partie de ces gens qui ont la dalle, tu vois, et je me dis au pire ça fail, c'est pas grave, tu vois. Faut croire en ses projets, faut croire en ses capacités, faut croire à ce qu'on peut offrir au monde, aux gens, etc. Même si tu peux aider une personne, et t'as aidé une personne, tu vois. Et c'est jamais mauvais en fait.
Faut arrêter de mettre la barre aussi toujours trop haut, se comparer tout le temps aux autres en disant, par exemple, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, mais non, mais YouTube, t'as tous les gros YouTubeurs qui font des trucs de fous et des machins et des nanans. Oui, mais il y aura toujours des gens qui vont kiffer regarder des petits vlogs, il y aura tout le temps des gens qui, tu vois. Ce que tu dis, c'est vrai parce que maintenant, je pense que la chance que j'ai de pouvoir vivre à nouveau de mon art, en fait, c'est que comme tu as dit, c'est à force de persistance. En plus, vivre de ton art dans un endroit où tu as voulu être. Parce que là, on parlait du décès de ma mère avant. Quand j'avais dû retourner en Suisse, à ce moment-là, j'avais pas de boulot, tu vois. Donc, je faisais de la conciergerie. Encore la même chose, les gens, ils te voient en train de tirer des sacs poubelles et puis de plier des cartons. Et puis ils disent, mais c'est pas toi qui étais dans le journal, qu'est-ce que tu fais avec des sacs poubelles ? Et là... Après, je le précise, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Non, il n'y a pas de sous-métier. Mais l'important, c'est... Que le regard des autres, de passer d'un statut à un autre. Exactement, c'est vraiment ça. Parce que là, justement, moi, j'ai accepté le fait que, ok, ma situation, à ce moment-là, il y a le décès de ma mère, je dois rentrer en Suisse en catastrophe, je vis dans un espèce de garage-appartement, tu vois, donc un truc en sous-sol où j'ai pas de lumière du jour. Et le truc, c'est que tu dis, c'est pour ça que c'est important, en effet, il n'y a pas de sous-métier, il faut ce qu'il faut. C'est-à-dire que si tu crois à ton projet, tu vas faire ce qu'il faut faire pour pouvoir payer tes factures, et c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai pu revivre du dessin. C'est ce qui s'est passé, donc les années 2012 jusqu'à 2016. Après, cassage de gueule encore, où je perds tout. Je reviens au Japon quand même, je fais prof d'anglais, j'essaie de m'en sortir. J'arrive à revivre de mon art finalement. Donc en fait, il s'est toujours passé des moments où je me suis cassé la gueule 3 fois. Mais c'est quoi le fameux dicton japonais c'est pas le si tu tombes 7 fois, faut se relever 8 fois. Ouais, mais je pense que c'est même pas que japonais, je pense que c'est pas un... C'est un dicton. Il y a une version japonaise. Il y a une version japonaise. Ah ok. Ah je la connais pas. Tuan, tu l'as annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Tu te lances désormais en fait une nouvelle fois, parce que on l'a appris à travers ce que tu nous as dit précédemment, tu t'es lancé plusieurs fois dans l'aventure entrepreneuriale, t'as bossé pour toi, après t'as bossé en tant que prof, etc. Tu lances ton entreprise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu lances ton entreprise, tu lances quoi en ce moment ? En fait, j'ai rejoint une aventure. Donc, j'ai un ami à moi avec qui que j'ai connu par le biais de mon travail précédent, qui avait une boîte, c'était un hobby shop en fait. Donc c'était ce qu'on appelle du personal shopping, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui cherchent un article en particulier au Japon, il peut aller les chercher pour elles, et puis en fait il facture évidemment le prix du produit, le service, l'envoi, etc. Et en fait sa plateforme a évolué, ça s'appelle Japon Demande. Et là nous on s'est rencontrés par le biais du travail précédent, on a eu beaucoup de problèmes avec le travail précédent. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été lésées dans cette histoire, qui finalement ont décidé de quitter la compagnie parce que il s'est passé un événement. On en parlait en début du podcast, de l'épisode. Exactement. Tu bossais, on peut le citer parce que c'est sorti. C'est dans tous les médias, de toute façon. Dans tous les médias à l'international, tu bossais à JD World, qui était tenu par un Français. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que fin janvier, on a eu une visite des forces de l'ordre. Donc il y avait presque 40 personnes travaillant pour la police qui ont débarqué en trombe au bureau. Le choc un peu, non ? Oui, le choc, c'était la pause de midi. Moi, j'étais en train de dessiner. Il y en a, ils étaient en train de manger leur petit bento tranquillou. Puis mais c'est quoi le délire ? Et bougez pas. Et est-ce qu'ils sont arrivés comme dans les films où ils ont claqué la porte, ou ils ont toqué ou sonné ? Non, alors l'arrivée était quand même impressionnante, mais c'était pas un truc, on va dire, agressif. Tu vois, il y a pas les gars, ils ont pas fait une culbute avec des guns sous nos nez, etc. C'était vraiment genre bougez pas. Et en fait, moi je comprends absolument pas ce qui se passe. Et ils ont des mandats de perquisition, ils prennent nos têtes en photo, mugshot, etc. avec nos petits noms sur des petites pancartes, etc. Et en fait, il se trouve que, ça c'est dans tous les médias internationaux, de toute manière, c'est qu'en fait, ils sont venus pour une affaire de leak, donc de fuite, des magazines de prépublication de célèbres mangas. Donc il y a un magazine de prépublication qui est très célèbre, qui s'appelle le Shonen Weekly Jump, exactement. Et en fait,
par le biais du travail, comme c'est le cas pour des librairies ou pour beaucoup de magasins, des fois tu reçois les articles en avance afin de pouvoir les proposer à la vente le jour J de sortie. Donc nous, à la base, c'était un truc qui était clair. Et JD World, l'activité, c'était quoi JD World, c'était un hobby shop, donc vente de figurines, de personnages d'animés, des cartes, etc. Donc du coup, à Japon de demande, c'est le même type de produit qui est vendu maintenant. Oui, parce que l'entreprise JD World, maintenant, elle est... Alors, je sais pas du tout ce qui se passe. Là, je sais pas quand le podcast va sortir. Mais au moment où on enregistre, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je sais juste que... Quand même, le patron, et du coup, c'était un de ses employés. C'était le second, en gros. C'était le second qui était un des employés, qui était à l'origine de leaks, des fuites. Et je veux dire, la surprise, quoi. T'es là, t'apprends ça sur le moment. Quand t'as les forces de l'ordre qui débarquent, tu sais absolument pas ce qui se passe. Et surtout, tu me disais aussi en off que pendant plus d'1 an, il y avait une enquête. T'étais sous écoute aussi sans que tu le saches. Non, alors ça je sais pas. Ça, je sais pas. Le truc, c'est que ça a été aussi dit dans les médias, il me semble. C'est que ça faisait depuis presque 1 an avant l'intervention qu'ils étaient en train de surveiller la boîte. Mais ça, je pense, alors ça c'est une théorie, tu vois, je suis sûr de rien parce que je sais pas exactement ce que la police faisait, mais la chasse des leakers, c'est quelque chose dans le milieu du manga game qui est vraiment très sérieux parce qu'en gros c'est le Hollywood local, vraiment quoi. Clair. Et du coup, je pense que... surtout on parle de leak de One Piece, tu vois, qui est vraiment... le truc du Japon, quoi. Oui, One Piece, c'est le truc le plus énorme mondial, même, en ce moment, tu vois. Et il y avait aussi beaucoup d'autres licences, tu vois, tous les trucs qui étaient dans le Shonen Jump, il y avait Jujutsu Kaisen, tous ces trucs-là. Et du coup, il y a justement, ça c'est une théorie qu'on peut avoir, je pense que justement les forces de l'ordre, elles surveillaient, elles suivaient quelles étaient les compagnies qui arrivaient à avoir accès à certains produits en avance. Et en plus, ils voyaient, je pense, qu'il y avait des leakers sur Internet qui étaient des leakers internationaux. Donc ils disent, peut-être qu'il faut aller voir des compagnies où c'est des gens qui travaillent à l'international, ou en tout cas une compagnie internationale. Après, moi, ce que j'avais... alors, rien n'est... Je sais plus qui me l'a dit. J'en ai vu un petit peu aussi... j'ai vu que ça parlait de ça sur les réseaux, notamment Twitter. Mais il y avait des théories. Là, on parle vraiment d'une théorie. Là aussi, c'est une théorie. Comme quoi, le JD World envoyait des trucs à des youtubeurs qui pouvaient... des youtubeurs même français, du coup, qui parlaient je sais pas, moi, je regarde pas trop le YouTube Game manga, mais apparemment, il y a beaucoup de youtubeurs qui, par exemple, font des théories sur les épisodes qui vont se passer, quoi. Et en fait, il y avait des youtubeurs, du coup, qui avaient accès à ce qui se passait, du coup, en prétendant qu'ils devinaient l'histoire qui allait arriver. Et du coup, et c'est comme ça, et le mec, en fait, se prenait un petit billet à chaque fois qu'il passait... les mangas en avance. En fait, c'était tout un petit business, un gros business. Alors ça, malheureusement, j'ai pas de preuves. Je relate des faits que j'ai... En effet, parce que ça, c'est aussi des trucs que j'ai vus dans des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Moi, malheureusement, c'est des choses... moi, j'étais au courant de rien du tout. Je savais pas ce que c'était le bisbee. Mais en effet, moi, le truc qui me gêne, et ça, c'est vraiment au nom des influenceurs qu'on a pu rencontrer par le biais du travail... des personnes aussi avec lesquelles je suis devenu ami, tu vois, tout simplement. C'est qu'en fait, la réputation de la boîte et les actes criminels qui ont été faits, évidemment, ça a un impact avec les personnes qui ont collaboré avec la boîte. Et là, surtout, vous affichez aussi sur les réseaux sociaux de JD World, etc. Ouais, exactement. Donc, tu vois, moi, je reçois des messages privés de gens genre, machin... bande de voleurs, elle est où ma commande, etc. Moi, je suis plus là-bas depuis belle lurette, tu vois, genre, et c'est juste... là, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire, de prouver que, oui. Et de faire mieux. Oui, mais on veut vivre dignement. Il y a des gens parmi nous qui sont mariés. C'est ça. On veut juste vivre honnêtement en tant qu'expatriés ici au Japon et qu'on n'est pas à l'origine de ces singeries qui ont été faites, tu vois. Et pour moi, c'est honteux. Hein. Non, mais oui, c'est clairement honteux. Et parce que c'est vraiment quand même chier sur le Japon, tu vois, à partir du moment où tu... Oui, c'est vrai. Oui. Et surtout que tu mets des gens dans la merde. Parce que là, tu vois, nous, les employés, on est aussi des victimes. On est des dommages collatéraux. Parce que là, le fait de recevoir des messages privés où les gens... Tu t'es fait insulter ou pas ? Alors, je me suis pas fait insulter.
Mais il y a quand même des problèmes pas très sympas qui sont arrivés. Par exemple, j'ai un collègue qui devait aller faire renouveler des documents pour faire son visa de mariage. Donc, il avait dû aller chercher un truc à la police. Et en fait, pour avoir ce document, il devait donner le nom de ses employeurs de ces 5 dernières années. Et du coup, il a dû mettre le nom de la compagnie dessus. Oh purée. Et finalement, ce qui avait dû être un truc de paperasse, on va dire, sympa et tranquillou, c'est « venez par ici ». Et ils l'ont cuisiné. Ah oui, vous étiez vraiment au courant de rien, vous avez rien fait, vous avez pas pris des photos, vous avez pas fait ci, vous avez pas fait ça, puis le gars, mais après, en vrai, moi je comprends, tu vois. Oui, mais c'est ça en fait qui est terrible. Moi je peux comprendre, tu vois. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se font et que malheureusement, les dommages collatéraux, c'est nous. Parce que je peux te le dire, le moment où il y a les forces de l'ordre qui vont débarquer, moi j'étais là genre mais qu'est-ce qui se passe ? T'as dû bader à mort. En fait, moi j'ai surtout pris ça pour quelque chose de très humiliant. Ouais, ok. De très humiliant parce qu'on te prend tes empreintes, ils prennent tes photos, ils vont regarder dans tes affaires. Ouais, mais t'es un peu genre limite, tu vois, t'as l'impression d'être coupable de quelque chose que t'as pas fait, quoi, parce que t'es traité de la même manière que les autres, quoi. En fait, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que toi, alors que t'essaies de vivre d'une façon honnête, puis comme on l'a dit avant, t'es au Japon, t'as envie de rendre la gentillesse, le fait que t'es redevable et content d'être ici. Ouais. Et que même que t'es la sensation que quelqu'un t'accuse alors que toi, tu veux grave bien faire les choses, c'est horrible, tu vois. Non, c'était vraiment un très mauvais moment. C'était un très mauvais moment. Ce qui fait que maintenant, nous, on est des lésés dans cette histoire, et je sais que malheureusement, il y a des lésés partout, donc je sais qu'on va parler de la communauté, de la clientèle. Malheureusement, je sais pas du tout ce qui se passe, donc. Mais nous là, ce qu'on essaie de faire, c'est de rebondir et du coup de rebondir et de pouvoir s'occuper de nos familles. Il y en a, ils sont parents, tu vois. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des crédits. On peut pas se permettre d'être là puis de dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que moi je retourne à l'école d'anglais ? Non. C'est pour ça que là, justement, je suis vraiment en train de bosser à mort, mais c'est parce que j'y crois, j'ai envie d'y croire, et puis j'ai envie de laver mon nom, et puis de faire en sorte que tout se passe bien pour les personnes qui tiennent pour moi, puis aussi les gens avec qui je suis en maintenant, quoi. Et du coup, moi, ça me fait penser à une petite question. Tuan, t'as bossé du coup pour des Japonais. T'as déjà bossé pour des Japonais, hein ? Oui, en fait, quand j'étais prof, c'était compagnie vraiment très japonaise. Ouais. T'as bossé pour du coup une entreprise française au Japon, t'as bossé en Suisse, etc. C'est quoi un peu la différence ? Oh mon Dieu. En fait, si tu peux nous la faire vraiment, parce que. Alors, je vais la faire vite. En fait, travailler. Non, je te demande pas de faire vite. Pardon. Mais... Alors, en mode droit au but. Ouais, alors, travailler pour une compagnie japonaise, pour moi, c'était un... Tu recommandes ou pas ? Non, c'était un dîner de con. Vraiment, c'était un dîner de con. Parce que le truc, c'est que... Maintenant, oui, peut-être que les compagnies, elles changent beaucoup. Moi, je recommande pas non plus. Mais là où j'ai bossé, t'avais des machins lunaires. Non, mais il y a encore même... c'est pas cliché quand on parle de hiérarchie au travail, ça prend 30 piges. Même quand t'es une femme, je trouve que... Moi, à titre d'exemple, je bosse avec un agent. Et quand moi, j'avais l'entreprise japonaise au bout du fil, c'était compliqué. Mon agent, lui, alors je sais pas, je suppute que peut-être parce que mon anglais il est bof et que lui il est bilingue anglais et que tout roulait parfaitement. Mais tu vois, bosser avec des Japonais, c'est plus lent que bosser avec des Français, par exemple, dans mon cas. Tu vois, les Français, c'est même, on bosse avec des entreprises américaines, etc., c'est ça straight. Tu vois, ça va vite, c'est efficace, machin. Avec des Japonais, il faut qu'on reparle de ce qu'on a déjà parlé, de ce qu'on a déjà confirmé, de ce qui est déjà même signé dans le contrat. Et non, il faut toujours repasser par au-dessus, Très procédurier. Voilà. Je peux raconter une petite anecdote qui m'est arrivée au travail quand je bossais pour cette compagnie. Alors, à la base, c'est un pote suisse qui bossait pour cette compagnie. Donc, en gros, c'est une école qui a une 60aine d'écoles privées qui sont réparties sur Saitama, Chiba, Tokyo. Et lui, il m'a dit, mec, je vais parce que moi, j'avais besoin d'un visa. Donc, il me dit, je vais te recommander, tu peux donner mon nom pour l'entretien, etc. Par contre, je te préviens, c'est des méga gogoles, quoi. Et j'étais comment ça et tout. Il fait, par exemple, je te donne un exemple. Des fois, quand t'as pas de cours, t'as du office work, donc tu dois t'occuper et tout. Et ils lui ont dit, voilà, sensei, ce que vous pouvez faire, voici des documents, classez-les par ordre alphabétique et par date. Ok.
Il le fait, ça prend le temps que ça prend. Il finit, il fait voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Ah, vous pouvez les mettre à la déchiqueteuse. et en fait, c'était que des trucs comme ça. Ben moi, j'ai une de mes meilleures copines qui, pour un job dans une entreprise japonaise, elle passe des entretiens et des machins. T'as l'impression qu'elle va avoir un taf de ministre. Hein. Tu te dis, waouh! Là, ça fait pendant 2 mois, elle était en période d'observation où elle faisait rien, elle s'emmerde, elle se fait chier, tu vois. Et des fois, t'as l'impression que tu postules pour des trucs de fou et au final, tu te fais bien chier, tu vois, genre... Ouais. Non, c'est très particulier. Moi, j'ai un collègue, il s'est fait... Alors maintenant, je sais pas où il en est, mais à ce moment... L'anecdote de la déchiqueteuse, quoi, à ce moment-là... C'est vraiment à l'image du Japon. Mais non, mais vraiment, attends, alors, est-ce que je raconte... dernière anecdote, est-ce que c'est un truc qui m'est arrivé ou je parle de l'histoire d'un pote ? Comme tu veux. Ok, je vais raconter une anecdote à moi. C'est que, en fait, au Japon, il y a ce qu'on appelle l'eiken. Et l'eiken, c'est l'examen d'anglais pour les personnes au Japon. Le niveau, il est vraiment pourri, c'est vraiment de la merde. Et du coup, c'est quelque chose de très japonais, on va dire, c'est que le résultat des élèves qui ont passé l'eiken, selon leur niveau, on devait les imprimer sur des gros papiers et les coller sur les murs de l'école. Donc en fait, c'est un truc, ça te prend un après-midi à faire, parce qu'il y a des centaines de noms, quoi. Et du coup, moi, un jour, on me donne les papiers, voilà, je découpe, coup de cutter, scotch, paf, bricolage, hop, sur le mur, j'ai fini, je suis content. Le lendemain, il y a la secrétaire qui me dit « Oui, Sensei, il y a un petit problème avec la liste des noms. On a remarqué qu'il en manquait 3 sur les listes que vous avez mis hier. » Et moi, j'étais « Ah mince, parce que... » On les rajoute au crayon ? En fait, moi, je regarde sur la liste les noms manquants et je vois qu'ils sont sur les 3 derniers feuillets. Okay. Et je me dis « Ah bah ça va, on change les 3 derniers feuillets, puis fin de l'histoire. » Donc, je dis à la secrétaire « Écoutez, imprimez-moi seulement les 3 derniers feuillets, j'enlève les 3 là et c'est fini. » Me dis pas qu'elle t'a demandé de tout enlever. Elle les avait déjà enlevés. Non, elle m'a demandé de tout refaire. Mais ça, oui. Le travail inutile. Hein. Et parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a... Des fois, ils réfléchissent pas. Je sais pas, j'ai juste... Non, je crois qu'ils réfléchissent. Ouais, que les journées sont très longues et qu'en fait, c'est vraiment le truc de viens, on brasse un max de... Ouais, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Donc même si c'est quelque chose d'inutile... il faut que tu fasses quelque chose. Donc moi, j'étais là, mais... Et ça, c'est les petits côtés, justement, du Japon, parce qu'on parle des bons côtés, mais ça fait partie vraiment des côtés du Japon que j'aime le moins. Ça, c'est vrai. Après, ça dépend comment est-ce que tu prends la chose. Parce que, je sais pas comment dire. Moi, j'avais mon plan, à ce moment-là, qui était quand même que je vais passer à autre chose. Ouais. J'ai envie de faire un truc dans mon dessin, ou bref, il y a autre chose qui va se passer. Donc, je me sentais plus spectateur que genre je suis vraiment coincé là-dedans. Oui, d'accord, oui. Parce que malheureusement, il y a des parce gens... que c'est temporaire. Ouais, oui. C'est ça où je me disais et donc que... tu t'en fous, oui, t'es en mode ok. Ça m'a quand même atteint, mais c'est là où tu dois te dire que si tu tombes dans ce genre de travers où t'as des petits boulots de merde et que tu te dis merde, en fait, c'est en train de me gâcher mon expérience du Japon, parce que moi, j'ai des potes qui sont venus au Japon, ils ont pu travailler, ils avaient leur visa et tout, mais ils avaient tellement des boulots... De merde, des boulots horribles, que maintenant, tu leur parles du Japon, ils ont une PTSD. Ah ouais, j'ai un pote, vraiment un pote, un très très bon pote, il a tellement eu une mauvaise expérience du Japon, genre il devait dormir une fois par semaine au bureau. Je pense que ça doit être... En général, les gens qui ont une mauvaise expérience au travail, une mauvaise expérience au Japon, c'est plus apparenté à une mauvaise expérience au travail. Oui, c'est exactement ça. C'est pas au Japon. Non, c'est vraiment... le plus souvent, c'est vraiment au travail. Et j'aimerais vraiment faire un sujet de podcast, les amis, parce que vraiment, je trouve que les dessous du monde du travail au Japon, quand t'es étranger, quand t'es une femme, et peu importe, juste quand t'es un employé, c'est quand même un sacré délire. Non, c'est un délire. Du coup, lui, juste pour finir là-dessus, je me rappelle, avant de revenir au Japon, je voulais lui poser des questions sur l'assurance, comment ça fonctionnait. Mais pourquoi tu vas au Japon ? Pourquoi tu vas au Japon ? Mais il faut pas aller là-bas, mec, reste chez toi et tout, t'as rien à faire là-bas. Ouais. Ah pardon, je me suis pas reculé. et du coup, j'étais là, et je savais, genre, lui, je ne peux plus lui parler de Japon. Ouais. Donc je voilà. Comprends. Les amis, du coup, on va passer. Je t'ai prévu un petit jeu. C'est la question spéciale. J'ai appelé ça le TT Game.
Les amis, pour vous expliquer ce qu'est le TT Game, c'est tout simplement un petit jeu que je vais organiser à chaque fin d'émission. Je vous ai demandé en story de me poser les questions les plus indiscrètes possibles, de faire les petites fouinasses. Et du coup, là, je suis sur mon Instagram. Hop, j'ai sélectionné plusieurs questions. Alors, juste un petit instant. Tuan, tu vas... Alors, j'ai sélectionné à peu près 30 questions. Choisis 2 chiffres entre 0 et 30. Ok, je vais dire 7 parce que c'est mon numéro préféré. Ok, 1, 2, 3, 4, 7 5, 6, 7. Et je vais dire 22 parce que c'est mon âge. Oui. La première question, c'est le moment le plus gênant que tu as vécu au Japon. Et la deuxième, c'était quoi, 22 ? Oula. Et la deuxième question, c'est très très drôle, c'est team avec ou sans poil pubien ? C'est quoi ça ? Tu choisis de répondre à une des 2 questions, soit le moment le plus gênant que tu as vécu au Japon, ou soit team avec ou sans poil pubien. Et pourquoi ? Allez, on va dire le moment le plus gênant. Allez. Mais il y en a beaucoup, donc il faut un petit peu que je regarde dans ma base de données. Allez. Ah oui, ben voilà, je vais parler d'une petite anecdote du coup qui était gênante parce que j'ai vraiment fait le crétin, on va dire. C'est que j'avais rencontré une demoiselle en soirée. C'était il y a longtemps, hein, c'était en 2012. Et du coup, on passe une bonne soirée et tout, et puis bon, on va faire crac ensemble. Voilà, je l'emmène à l'hôtel. Et en fait, au Love Hotel ou à l'hôtel? À l'hôtel, non. Et moi, en fait, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas le genre de gars à faire des one night stands ou ce genre de délire. Et en fait, là, l'une des rares fois où je me dis, allez, on y va, je le fais. Le truc, c'est que c'est devenu un truc horrible. Ah ouais? Parce que la meuf, elle a commencé à me stalker. Mais non. La meuf a commencé à me stalker. Parce qu'en fait, j'avais remarqué que on s'était vu, c'était à Yokosuka, donc là où l'histoire elle a commencé, elle s'est passée. Et après, je me suis dit, on continue à s'amuser. Je lui dis, voilà, je suis à Tokyo, passe me voir, on va manger du... Enfin, je sais pas pourquoi elle voulait tout le temps manger du curry. Et du coup, je vois sur son Line, donc Line, c'est le WhatsApp japonais. Ouais. Et en fait, dessus, il y a un petit peu... un peu comme des blogs, donc les gens ils peuvent publier des trucs. Ouais. Et je vois dans ses publications que elle est avec des enfants. Elle a 2 gamins. Et je vois que les gamins, ils ont pas l'air 100% japonais ou asiatiques. Et là, elle m'écrit genre, je me réjouis d'aller te voir à Tokyo, machin chose. Et puis je suis genre, oui, c'est qui les enfants là, tu vois. Ouais. Elle me fait, oui, c'est vrai, j'ai pas osé te le dire l'autre soir, mais en fait, c'est des enfants que j'ai eu de mon mariage. J'étais marié avec un gars de l'armée américaine et tout, et j'ai eu 2 enfants avec, mais tu vois, j'avais peur que ça te fasse peur et tout. Puis j'étais, ça me fait toujours peur, en fait. Tu vois, c'est genre, je suis pas du tout préparé à ça. Donc du coup, j'ai fait une esquive. Tu vois, pour lui dire que écoute, je suis désolé, j'ai pas signé pour ça, tu vois. Exactement, j'ai dit écoute, je peux pas m'engager là-dedans, c'est mieux qu'on arrête de se voir. Et en fait, elle a pris la mouche. Donc en fait, elle a commencé à m'harceler sur les réseaux. Et même quand je la bloquais sur certains réseaux, elle revenait avec des autres comptes ou Ça aussi, hein, c'est un sujet, le stalkage. Ouais, mais là... Après, tu me diras l'harcèlement aussi en France. Oui, mais là, du coup, moi, j'ai jamais fait ce genre d'expérience avant. Et en fait, elle me disait, pourquoi tu m'as bloqué et tout. Puis moi, je disais, mais comment tu sais que je t'ai bloqué? Elle fait, ouais, parce qu'en fait, je suis allé voir ton compte avec le compte d'une autre personne. J'étais, oulala, enfin, tu vois, ça fait peur, tu vois, même qu'elle, de son propre aveu, elle te sort des trucs comme ça. Et du coup, moi, des fois, j'étais là, genre, ok, moi, sur Internet, je ne publie jamais où je vais, ce que je fais. Genre, je vais finir mon séjour au Japon tranquillement, je vais repartir dans mon avion vers la Suisse, et laissez-moi tranquille. Quel enfer. Et en fait, j'arrive à Fujisawa, donc, qui est une ville dans le Kanagawa. Je vais à une soirée, je fais une petite soirée et tout, je m'amuse. Je reçois un message. Alors, tu passes une bonne soirée à Fujisawa? Oh là là. Et là, je commence à regarder autour de moi, et il y a une série sur Netflix, je vous conseille de regarder, ça s'appelle Mon Petit Renne. Oh, Mon Petit Renne, je l'ai vu. En fait, j'ai fini de regarder hier. Bon, après, c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est jamais aussi hardcore que ça, mais en fait, il y a quand même des petits moments où ça te fait un petit pansement. Weird, parce qu'il s'est passé ça. Et en fait, il se trouve que cette Miss, elle suit ma femme sur les réseaux. Donc ça a commencé en 2012.
Oh là là. Donc même si elle m'envoie pas des trucs, elle m'appelle ou etc. Parce qu'à un moment elle m'accusait de racisme, elle mettait sur les réseaux c'est un raciste et tout, machin chose. Je sais pas ce qu'elle voulait en fait. Raciste de quoi, des Asiatiques? Non, en fait c'était une histoire pourrie parce qu'en fait j'étais dans un petit restaurant et il y avait une demoiselle japonaise qui était avec son copain qui était afro-américain. Et en fait, elle était en train de s'embrouiller de fou parce qu'en fait, elle disait ah bon, tu m'as pris mon argent, machin chose et tout. Ah ouais. Ouais, bon, c'était une scène de ménage, ouais, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais sur Twitter, je dis ah ouais putain, là, j'avais écrit en anglais. J'ai dit il y a un Afro-américain, il est en train de se prendre un savon par sa copine japonaise parce qu'apparemment il veut de la thune. Putain, c'est violent, tu vois. Et le truc, c'est qu'en anglais, on dit pas afro-américain, on dit african-américain. Ouais. Donc elle parlait anglais parce que son mari était un gars de l'armée américaine. Donc du coup, vu que moi j'ai fait ce qu'on appelle un faux ami en français, tu vois, j'ai écrit afro-américain en anglais parce que je pensais qu'on disait la même chose en anglais comme en français. Bah c'est là, elle dit ça t'est retombé dessus. Et... Ouais, bah après c'était juste elle, tu vois, parce que ça parce encore... qu'elle était folle. Oui, elle était folle. Et du coup, non, je sais pas parce que je fais pas attention, mais aux dernières nouvelles, elle suivait ma femme. Ça me fout les frissons, ça me fout le cafard. Donc ça fait, en tout cas, ça fait 12 ans. Oh là là. 12 ans où il y a ce petit spectre qui traîne quelque part et puis bon, je pense qu'il va rien arriver, tu vois, mais bon. C'est pas agréable quand même. Ouais, c'est pas du tout agréable. Donc non, c'est le moment gênant, c'est gênant, de me dire que j'aurais dû m'abstenir. Ouais, je comprends. Tuan, oui. On a bien papoté. Oui, on a bien parlé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tuan. J'ai trouvé cet épisode vachement enrichissant. Je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent encore une fois sur YouTube vont être d'accord. N'hésitez pas à suivre Tuan sur les réseaux sociaux. Je mettrai du coup tes profils, ton Instagram que tu peux citer. Oui, c'est @airforcetuan, TUAN. Que je mettrai du coup en description de la vidéo et du podcast. Le profil Instagram du coup de ta boîte, c'est Japon Demande aussi. C'est Japon Demande. Merci beaucoup, comme ça j'en profite. N'hésitez pas à aller check le travail de Tuan, que ça soit sur ses dessins ou même suivre son activité, sa nouvelle activité entrepreneuriale au Japon. On est là pour te donner plein de force. Merci, j'espère que tu régales. Que ça va fonctionner pour toi. En tout cas, tu mérites la mort. Je te dis vraiment, au nom de moi-même, merci beaucoup pour l'invitation et au nom de mes copains avec qui on se lance dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, vraiment, merci. Merci à toi, je pense que les gens ils vont vraiment être touchés par ton discours et l'histoire que tu as pu nous partager, c'était trop intéressant. Merci beaucoup. Merci. Même moi, je ressors grandi de cet épisode. Je trouve ça trop cool d'avoir pu avoir cet échange avec toi. Et merci Paul. Merci Paul. Merci Eki d'avoir cadré. N'hésitez pas aussi à aller voir son travail. La famille, des bisous. Salut. À la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je ne sais pas encore. Allez, bisous. Mouah.